Bienvenue sur France 3 Centre-Val de Loire, nous sommes en direct, il est 9h50, c'est votre rendez-vous quotidien. Comment se débarrasser de sa maîtresse lorsqu'on souhaite se marier le jour même avec une riche héritière? Voici l'intrigue d'un fil à la patte, comédie en 3 actes de Georges Feydeau à l'affiche du Centre national de création d'Orléans jusqu'au 18 mars. Sarah Biasini, comédienne, sera avec nous dans quelques instants pour nous en parler. Le hooping, l'art de mêler fitness et danse, arrive bientôt dans la région Centre-Val de Loire. Vous allez voir, ça va vous rappeler quelques souvenirs. Charlie nous fera découvrir en avant-première ce sport. Elle aussi tourne, mais produit de l'électricité. L'unique hydrolienne de France et dans la Loire, Bertrandé, a rencontré celui qui a lancé le projet en phase de test depuis quelques mois. Voilà pour le sommaire. Le soleil rayonne, vous l'avez vu, en région Centre-Val de Loire. L'occasion pour vous de faire quelques activités proposées par Charlie, comme chaque jeudi matin, accompagné de notre invité du jour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Charlie, vous êtes rétabli. Ça va mieux. Lundi, vous étiez absent et ça ne vous a pas empêché. Donc, il a peur. Il n'a pas la grippe, rassurez-vous. Ça ne vous a pas empêché donc de préparer quelques idées de sortie à faire ces prochains jours. Avec une balade, vous savez, Jérémy, que j'aime beaucoup les balades. Balade oui. Originale à vélo. Un vélo un petit peu particulier. On ira tout près de Tours. Et puis je vous parlerai du hockey subaquatique également. Voilà, on pourra jouer au postier en quelque sorte. Avant, nous allons jouer au football avec vous. Anthony, vous êtes le président de l'association Berry-Gone et vous emmenez celles et ceux qui sont passionnés de football à vous suivre dans cette association. On verra pourquoi dans quelques instants. Avant, il est temps de rejoindre Héloïse en direct comme chaque matin au cœur de la région Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, Héloïse, vous êtes à Bols dans le Loiret. En plus avec un beau petit oui, et soleil. Aujourd'hui, j'ai un beau petit soleil et puis pas du tout envie de travailler. Regardez, je crois que je vais plutôt bouquiner. Je vais plutôt lire un petit peu les nouvelles. Non, je plaisante évidemment. je vous prépare vraiment une super émission avec quelque chose de très original. Parce que si j'ai pris ce papier journal, c'est pour vous montrer qu'en fait, on va pouvoir fabriquer des instruments de musique à partir de ça. On est chez Véronique et ça fait 20 ans qu'elle travaille, qu'elle fait des recherches, qu'elle fabrique depuis 10 ans maintenant des flûtes de pan à base de papier recyclé. Ça paraît complètement fou, mais ce sont de véritables instruments qui sont accordés et qui vont faire de la belle musique. Je vais essayer de vous jouer quelques trucs. Vous connaissez mes compétences dans le domaine, je vous garantis pas que ce sera très juste ni très sympa à l'oreille. Ouais, non, mais je vais faire de mon maximum. Ne faites pas partir le soleil, Héloïse. On tient à le garder pour au moins l'émission. C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Je vais faire ça tout doux ou je vais laisser ça à Véronique qui est bien meilleure que moi dans ce domaine. Eh bien, allez rejoindre Véronique et on se retrouve dans quelques instants. Avant, Charlie, donc une belle balade originale que vous nous proposez ce matin. J'aime beaucoup notre belle région. Vous le savez, la région Centre-Val de Loire est magnifique. C'est une balade à vélo à travers la Touraine. On est dans le Chinonais, pour vous situer un petit peu la chose, oui. Avec Martine. Alors Martine, c'est un Argentin, il est arrivé à Tours il y a quelques années et il a tellement adoré notre belle région et surtout le Chinonais qu'il a décidé de faire des balades un petit peu bucoliques, différentes, avec ce vélo. Est-ce que vous reconnaissez ce vélo? C'est un vieux vélo de la Poste. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec en plus les valises, les sacoches qui sont encore présentes. C'est génial. Ouais. Vélo jaune qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. Vous étiez né à cette époque-là, Jérémy, je pense. Oui. Voilà, donc il propose des balades d'une journée pour découvrir le Chinonais, pour pique-niquer également. Ça se fait en famille, ça se fait entre amis. C'est vraiment très sympa. C'est tout à fait original. Et se faire remarquer, parce qu'avec la couleur de ce vélo, on ne passe pas inaperçu dans les rues de Chinon. Ça peut se faire à n'importe quel moment de l'année. Alors là, c'est le printemps, donc profitez-en. Allez voir, ça s'appelle Hello Bike Tour. Il a créé donc son entreprise pour proposer ces balades bucoliques, ces balades originales. Et ce qui est bien, c'est qu'il est argentin, donc il y a ce petit accent aussi argentin. Il y a un côté exotique finalement et étonnant dans ces rues de Chinon. Ce sont des vélos en plus qui sont robustes parce que celles et ceux qui font les tournées, d'ailleurs on les salue, parce que tous les matins ils se lèvent tôt pour apporter notre courrier dans les boîtes aux lettres. Eh bien, ça permet finalement de faire de longues distances. C'est ça, c'est ce qu'il explique. Il est arrivé à Tours, il avait besoin d'un vélo. Alors un de ses collègues lui a proposé un vieux vélo. Il a dit tiens, débarrasse-toi de ce vélo. Il l'a retapé et finalement il s'est dit c'est assez solide.
c'est confortable. Pourquoi je ne ferais pas des balades avec ces vélos? Et c'est tout terrain, c'est ce qu'on voit là, par exemple, voilà. sur des sentiers un peu plus caillouteux, c'est ça qui est original au aussi, cœur de la campagne chinonaise. C'est qu'ils passent dans des chemins qu'on n'a pas l'habitude de découvrir, justement. Ils ne passent pas forcément sur les routes habituelles. Donc ça, c'est génial. Anthony, vous faites du vélo? J'en ai fait, mais J'ai arrêté. Oui, j'ai arrêté, j'ai plus vraiment le temps. Donc, mais au moins de la balade à vélo de temps à autre. Je l'ai fait, ouais. Eh bien, vous irez tester cette activité. Il connaît bien son domaine, hein, puisqu'il parle des chemins du Chinon, il parle de la vieille route de Tours. Voilà, il explique vraiment à chaque fois ce qu'on peut découvrir. Et alors, pour découvrir et faire cette activité, eh bien, on peut se connecter sur Internet, hellobiketour.com pour découvrir les différentes balades et le programme proposé. Toute autre chose, Charlie, avec un sport donc, je ne connaissais pas, assez étonnant et qui est somme toute récent. Vous connaissez le hockey, vous connaissez le water polo. Vous mélangez les deux, on obtient le hockey subaquatique. C'est étrange. Un petit peu étrange. Donc, dans une piscine, comme on voit là. On peut voir les images. Il y a un palais au fond de l'eau, il y a 2 équipes de 6 personnes. Et c'est très physique, hein, franchement. Mais on ne fait pas ça en apnée, là. On a un tuba, je vois. Si, en fait, c'est en apnée, tout simplement. Ouais. Bien sûr, on a le droit de remonter. Il faut remonter, voilà, c'est ce que je voulais dire, en fait. On ne peut pas rester en apnée très longtemps. Au-dessus de l'eau, on redescend pour rapporter le palais dans le but adverse. Voilà, 6 contre 6. Il y a des remplaçants, bien sûr, parce que c'est physique. Ça dure 2 fois 15 minutes. Alors, ça a été créé dans les années 50 en Angleterre, c'est arrivé en France un petit peu plus tard. Et on a des équipes, alors moi je ne le savais pas, on connaît l'équipe de France de football qui est incroyable, une belle équipe de France de foot. Et là on a 2 équipes de France de hockey subaquatique, équipe de France féminine, championne d'Europe, et équipe de France masculine également championne d'Europe. Voilà. Donc on excelle dans ce domaine. On est pas mal. Ça vient d'Angleterre, mais on a pris le pas finalement sur les Anglais. C'est ça, et puis on a des clubs chez nous. Là c'est le club subaquatique de Châteauroux qui propose cette activité depuis 2015, donc ça émerge vraiment chez nous. Voilà. Il ne faut pas évidemment avoir la peur de la phobie de l'eau évidemment et du fond, parce que une piscine c'est quand même assez profond évidemment, et on l'a bien compris, ça se joue sur la surface vraiment au fond de l'eau. Du fond de l'eau. Oui. Oui. Très bien, une belle activité. Vous aussi, la tête sous l'eau comme ça, Anthony, ça vous dit Ça ne me dérange pas. Ouais. C'est plutôt mieux que le vélo, en fait, c'est ça. Oui. Je vais essayer. Ouais. Ok. Bon, et bien tout cela, on peut le retrouver sur le site internet subaqua-châteauroux.fr. Une activité donc à faire, quelle que soit la météo, en revanche. Ça, c'est bien. Ouais. Et on va terminer avec une autre discipline. Je le disais tout à l'heure dans le sommaire, le hooping. Ça nous rappelle ce que l'on faisait en étant enfant. Alors justement, vous vous souvenez de ce cerceau qui m'a causé bien des soucis quand j'étais petit, j'ai plusieurs mal de dos. Ce cerceau revient à la mode, le hula hoop, figurez-vous. C'est le nom en fait finalement, le cerceau s'appelle le hula hoop. Le hula hoop, c'est ce qu'on faisait, voilà, quand on tournait avec ce cerceau. Le cerceau autour de la taille s'appelait du hula hoop. Et là, le hooping, c'est en fait du fitness mélangé avec de la danse, tout simplement. Alors, ça émerge en France depuis quelques années, ça vient des États-Unis, on va voir des images. C'est assez incroyable, ce sont des cours de fitness qui sont totalement chorégraphiés. Regardez, je pense qu'elles ont des années d'expérience, ces femmes. Et vous arrivez à faire pareil, Charlie? Mais pas du tout, c'est ça le problème. Montrez-moi quand même. Vous êtes entraîné, je suis sûr, non? Je me suis entraîné hier soir. Allez-y, mettez-vous au centre, je vous regarde. Enfin, on vous regarde avec Anthony. Alors, première fois de ma vie peut-être que j'essaie le hooping. Donc, on a tous l'habitude de faire du hula hoop. On place le cerceau comme ceci au niveau de la taille. Il faut écarter légèrement les jambes, un pied devant l'autre. Et puis après, attention, mesdames, messieurs. Et en musique, c'est important. Oui, parce qu'il y a une musique, c'est ça le but du jeu. C'est qu'il y ait une musique qui soit très chorégraphiée. Il faut que ça nous entraîne, ça nous motive. Ouais, alors... Vous ne faites pas ça très longtemps. Anthony, vous voulez tester? Venez, allez-y. Grand type, pas grand-chose. Bon, Charlie, je pense qu'il faut abandonner. Il va falloir vous entraîner beaucoup plus longtemps que ça. Moins balancer le bassin. Alors, Anthony, est-ce que vous êtes aussi bon en football, en hockey subaquatique, en hula hoop? C'est parti. C'est pas mal. C'est un bon début quand même. C'est un bon début. Bon, je vais tester aussi quand même, parce que je ne peux pas vous faire les choses et puis ne pas les tester. Allez, on est parti. Non. Voilà. Je me suis entraîné toute la nuit, c'est pour ça, évidemment. Vous savez que je t'ai entraîné juste après l'émission. Merci Charlie pour cette découverte. C'est à faire donc sur l'ensemble de la région Centre-Val-de-Loire. Il y a plusieurs. Ça arrive cette année en France et ça arrive dans notre région, donc le hooping. Ah, c'est tout frais en fait. C'est tout frais. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut faire aussi cette activité chez soi. Puis ça coûte pas cher, un cerceau, ça coûte 6 €. Et puis donc découvrez ça cette année et ça travaille toutes les parties du corps. C'est ça qui est important. Ah, on le sent là. En fait, j'ai mal aux abdos, j'ai mal partout, j'ai mal au long
lombaires. Donc on a essayé pour vous. Une bonne douleur, évidemment, une douleur de travail. Douleur d'un trentenaire, quoi. Très bien. Merci, Charlie, pour ces 3 découvertes. Donc, on le rappelle, les balades à vélo, avec Hello Bike. ex-vélo de la Poste, voilà. Le hockey subaquatique et puis le hooping. C'est parti. Ou le hoop dance. Ou le hoop dance, voilà. Eh bien, ce matin, nous allons aussi écouter et apprécier une musique bien particulière, puisque, je le rappelle, Héloïse est à Boll, dans le Loiret, avec donc un facteur de flûte en papier recyclé. Héloïse, et vous avez d'ailleurs sorti le tablier. Hein. Ça lui va bien. J'ai sorti le tablier, oui, évidemment. Pardon, vous êtes très observateur, Jérémy, comme toujours. Et j'ai surtout sorti une flûte pour que vous voyez un petit peu. Alors ça, c'est un whistle, c'est ça? Un whistle, oui. C'est un low whistle. C'est un low whistle. Un low whistle, voilà. On va vous montrer comment on fabrique ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, c'est du papier entre mes mains, mais c'est un instrument de musique. Et donc, c'est Véronique qui fabrique ça. Alors, Véronique, vous êtes facteur de flûte en papier recyclé. Oui. Depuis 20 ans? Ça fait 20 ans que j'ai commencé à travailler là-dessus et je fête les 10 années de l'atelier, là, le 9 avril prochain. D'accord. Alors, 20 ans, sauf qu'il y a eu 10 ans, en fait, de préparation, de recherche, en fait. Tout à fait. On ne s'installe pas comme ça du jour au lendemain en disant, tiens, j'ai eu une idée et aujourd'hui, je me lance. Donc, c'est beaucoup de temps de recherche, rien que sur de l'acoustique, hein, parce que moi, je suis flûtiste traversière classique. L'acoustique, j'ai des rudiments, mais ça s'arrêtait. Donc l'idée, c'était de créer ma propre flûte. Donc il a fallu que je m'y colle, hein, comme on dit. Donc direction la bibliothèque. Et vous avez bûché pendant 10 ans? Pas tout à fait. Enfin, sur la bibliothèque en elle-même, j'y ai passé 2 ans, ouais, presque plein. Ouais. Pardon, mais au départ, qu'est-ce qui vous a pris excusez-moi, hein, mais qu'est-ce qui vous a pris de vouloir faire des instruments en papier recyclé? Parce que j'avais pas envie de faire comme tout le monde. Hein. Oui. À la base, je suis flûtiste classique, conservatoire, école de musique, Couffin. Et j'ai fait de l'improvisation, en fait. En sortant du conservatoire, j'ai fait maintenant classique, il y en a marre, on va faire autre chose. Et je suis tombée sur l'improvisation où j'ai eu l'occasion de travailler avec des musiciens qui faisaient tout ce qu'ils voulaient avec leur instrument. Et j'ai eu envie de faire pareil. C'était se dire, bon, la flûte traversière, c'est bien, mais je manquais d'éléments. Donc, premier tour dans les bibliothèques pour avoir un peu l'historique même de la flûte. Et donc, l'histoire de la flûte, en gros, c'est qu'elle existe partout dans le monde sous des formes totalement différentes. Voilà. Ça, c'est la richesse de l'instrument. Donc, vous vous êtes dit, pourquoi pas en fabriquer en papier recyclé? Parce que finalement... J'en étais pas encore là à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est marrant, ça peut être intéressant. Maintenant, la première flûte en papier... on va commencer sur quelque chose où je suis à peu près sûre que ça va fonctionner, donc j'ai commencé avec du PVC. D'accord. Ça paraissait le plus logique et c'était pour moi ce qui me paraissait être le plus facile à faire. Donc effectivement, ça a fonctionné, machin. Puis comme j'ai un esprit relativement de contradiction, ou en tout cas j'aime pas faire comme les autres, on va dire ça comme ça, j'ai cherché un petit peu le carton. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, le carton. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, on avait je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait les papiers cadeaux étaient enroulés sur des cartons. Oui, sur des exact. Cartons. Oui, ça nous fait des tubes. Et puis exactement, donc j'ai commencé avec ça. Sauf que le carton, le tube, c'était pas le bon diamètre, c'était pas la bonne épaisseur, c'était pas ce que je voulais. Et puis un soir, j'ai commencé à dépioter mon tube en carton. J'ai fait, tiens, c'est marrant, c'est des feuilles. Il y a plein de couches différentes. Voilà, c'est des feuilles collées les unes aux autres. Ah, tiens, intéressant. Comment je vais pouvoir faire, machin. Et puis, de fil en aiguille, effectivement, j'ai commencé à créer mon premier tube. Ça a fonctionné du premier coup. Bon. Entre le premier tube que j'ai créé, qui a voulu bien sonner, et aujourd'hui, effectivement, en tout cas, la première version officielle, il s'est passé effectivement 10 ans. Où là, j'ai tâtonné entre trouver le bon diamètre, la bonne façon de faire, la bonne longueur, parce qu'on ne perce pas les trous, on verra ça. On ne perce pas les trous n'importe où, sinon ça ne marche pas. Et voilà, donc là, c'est tout le processus pour arriver à cet instrument. À quelque chose comme ça. Processus qui démarre un peu là, hein. Je me permets, j'ouvre les tiroirs. Allez-y, je vous en prie. C'est très marrant. Vous avez tout un tas de... Ah non, alors là-dedans, il y a rien. Oh là là, il y en a partout. Ah mais si vous découpez en fait des journaux au départ. Hein. Voilà, je récupère des journaux. Alors soit c'est des journaux que j'ai récupérés à la déchetterie avant que ça parte, machin. Soit c'est des journaux qu'on me donne. Soit je récupère les journaux chez mes parents et chez mes beaux-parents qui me gardent précieusement
précieusement les journaux. Et puis, on fabrique à partir de ça. Alors, Voilà. Jérémy, évidemment, j'espère que ça vous intrigue parce que moi, ça m'a totalement intriguée. Mais je ne doute pas que ce soit le cas. On vous montre dans un instant ce qu'on va fabriquer avec ça. On va démarrer. En tout cas, on va vous montrer un petit peu comment justement, on accumule toutes ces couches pour en faire un instrument après. Merci Héloïse, on va rester justement dans le développement durable puisque ce papier recyclé a une seconde vie avec une innovation à Orléans. Charlie et Anthony, regardez bien, l'unique hydrolienne de France est située donc dans la Loire à Orléans. Bertrand D, avec son Histoire de Loire, a rencontré donc celui qui a lancé le projet en phase de test depuis quelques mois. Alors aujourd'hui, on part dans une aventure futuriste. On arrête de parler du passé, on va vers l'avant. Parce que la rivière qui court là, depuis la montagne tout là-bas jusqu'à l'océan tout au fond là-bas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie de l'énergie. Et l'énergie, il y a des petits malins, ils ont trouvé un truc pour s'en servir et ça va servir à d'autres qui en ont bien besoin. On a rendez-vous de l'autre côté du pont Royal, on va à l'hydrolienne et on va rencontrer Yann qui va nous causer dans le poste. P017 850F Hydrofluve. C'est un véhicule immatriculé au milieu de la Loire. Un des représentants du propriétaire est là. Yann, c'est quoi cet engin au milieu de la rivière? Alors c'est un projet futuriste, Bertrand. En fait, nous sommes en train de tester ce qu'on appelle une hydrolienne. Une hydrolienne, c'est quoi? Tout simplement, c'est une barge avec 2 turbines et on va utiliser la force motrice de la Loire pour produire de l'électricité. Elle est où la turbine? Elle actuellement, comme elle produit, les 2 turbines sont dans l'eau. Alors, juste quand je dis que c'est un concept futuriste, il faut savoir que c'est la seule en France. Et il y en a une autre dans le monde qui se trouve en Guyane. C'est aussi en France. En Guyane, on en a 2 en France. Mais sur le fleuve Oyapock. Donc on a 2 concepts un peu futuristes qui existent, qui fonctionnent. Donc l'idée, c'est on va tester, on teste depuis 1 an et on a déjà un peu les premiers bilans, de voir à la fois en termes de production d'électricité, mais aussi on va tester comment réagit l'environnement, la faune et la flore avec cette hydrolienne. Parce que l'idée de voir, c'est si on ne perturbe pas les poissons, la flore. Et aujourd'hui, les retours sont plutôt positifs, mais il nous reste encore 6 mois d'études. Alors, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est qu'une hydrolienne comme celle-là, avec ses 2 turbines, ça produit de l'électricité pour l'équivalent de 50 foyers sur 1 an. En tout cas, nous, au niveau des bateaux, vous avez été nickel, vous avez laissé de quoi passer, c'est nickel, ça passe. L'énergie, elle est là, ils savent l'utiliser, je crois qu'ils nous doivent plus que la lumière. Et d'autres projets comme celui-ci sont à l'étude en France et notamment sur le Rhône. On espère que ça se développera, parce que c'est bien d'avoir des actions comme celle-ci, la région Centre-Val de Loire, au cœur de l'innovation et du développement durable. Héloïse, puisque ce matin, je rappelle, vous êtes à Bols dans le Loiret, chez Véronique, facteur donc, de flûte en papier recyclé. Oui, et on va vous montrer comment on démarre en fait. Et alors, on démarre avec ce papier-là qu'on va enrouler autour d'un morceau de bois, c'est ça? Oui, en gros. En gros, on va dire que c'est ça. Je simplifie beaucoup trop, c'est ça? ça? Non, mais c'est très bien. C'est par exemple, là, vous voyez, voilà. Moi, j'ai un tube que j'ai déjà commencé. Et donc là, on va rajouter une couche. Voilà. D'accord, mais c'est une étape, vous me disiez, c'est une étape qui est importante, qui est Oui. cruciale en fait, Oui, c'est la plus importante de tout. Parce que si mon tube, je le fais mal, je vais avoir un tube qui ne sera pas rectiligne et au moment où je vais le travailler, il va se casser. Et ça ne va pas le faire. Ce sera raté. Complètement. Alors sur une flûte de pan, c'est pas trop grave, mais sur un whistle, si je me trompe, quand vous regardez l'épaisseur par exemple entre les deux, là le tube est pas fini, mais hop. Si je vous montre l'épaisseur entre les deux, là on a quand même une grosse différence. Effectivement. Donc si je me trompe sur un tube comme ça, mon instrument il sonne pas, il peut plus. Ok. Voilà. Enfin, même s'il m'arrive aussi qu'un instrument qui est fait correctement, un tube ne fonctionne pas. Mais ça, c'est inhérent à tous les tubes. Il y a certains tubes qui fonctionnent. Alors, c'en est un sur 1000, on va dire, qui ne fonctionne pas. N'empêche que
Ça peut arriver aussi quand on travaille le bois ou le métal. Tout à fait. D'accord. Bon, bah donc, même règle pour tout le monde, en Exactement. fait. Mais Ok. les règles d'acoustique sont valables pour tout le monde, hein, quel que soit le matériau qu'on utilise. Et pour vous y compris. Comment on procède? Bon, alors on va commencer. Vous Alors moi montrez j'ai coupé mon papier journal en bande. Mhm. Donc là, on va en sortir deux. On va en prendre 2. On va en sortir deux. Donc j'ai préparé ma colle, qui est Oui. de la colle naturelle que je fabrique moi-même. D'accord. Voilà. Alors, Et donc- faut quand même qu'on précise, hein, on est quand même tout le temps sur du... Voilà, en fait, on est sur du produit écolo à 300%, quasiment. Il y a un Oui, vernis, non. peut-être. Il y a un Alors, vernis. Il y a du vernis, naturellement, c'est du vernis au label vert, bien Mm. sûr. Maintenant, je pédale pas pour avoir l'électricité et l'eau, je la Oui. fournis pas comme ça. Donc, je suis Comment pas ça? Vous n'avez pas le écolo, temps de faire ça? Pourtant, ça me ferait du bien en même temps, ça pourrait être sympa. Mais non, ça marche pas comme ça. Donc, effectivement, j'aurais plutôt envie de dire que je suis éco-responsable. Voilà. Plutôt que écologique ou bio, comme on a pu me dire quand j'ai commencé. En tout cas, Mais, votre colle est voilà. naturelle. Tout à fait. D'accord. Fabriquée C'est maison. Une fabriquée maison, c'est l'ancienne colle des relieurs. Donc pour ceux D'accord. qui ont envie d'en savoir un peu plus, je les invite à aller sur Internet et voir un peu ce qu'ils ont comme colle. Au niveau de la reliure, on est sur une colle qui date du XVIIe siècle. D'accord. À peu près. D'accord. Donc voilà. Donc là, je vais badigeonner mon papier, Mhm. tout bête. Alors j'y vais. On a mis les gants histoire de ne pas s'en mettre partout. hein, Voilà, c'est ça. c'est pas une question de toxicité, c'est vraiment une question d'éviter. Mais là, le d'en mettre papier partout, ondule quoi. quand il est C'est normal humide. puisqu'il est plein d'eau. Donc, mais il n'empêche qu'il ondule d'une certaine manière. Oui. Il ondule dans le sens de la longueur et non pas dans le sens de la largeur. Ce qui veut dire que ma fibre, je l'ai bien coupée correctement parce Mhm. qu'un papier qui est coupé dans le mauvais sens, au lieu de s'élargir, il va jouer en accordéon. Mhm. Et ça, pour le placer sur le tube, c'est même pas la peine d'essayer. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est aussi des petites astuces qu'on apprend. J'ai Au fur appris et à assez mesure. vite. Parce que le premier papier que j'ai pas réussi, j'ai fait bon, faut que j'arrête. Il y a un petit coup de main à prendre ensuite, c'est Ouais. ça? Alors là, il y a un petit coup de main à prendre. On va enlever le tube, ça va être plus simple pour le manipuler, on le remettra après. Très bien. Alors ça, c'est seulement pour éviter que le tube se déforme une fois que j'ai mis de l'humidité sur mes couches. Ça Donc, marche. Jérémy, on va faire la manip et on vous montre un petit peu après ce que ça donne, ok? Oui, faites cette manipulation. Je disais qu'on a vraiment l'impression d'être avec vous et de vivre ce que vous êtes en train de faire. On vous envie un petit peu. On aime bien avoir les mains comme ça dans le papier, dans la colle. toujours les couches. Ça permet de... Et j'ai même prévu les gants pour tout à l'heure, vous allez voir. Bon, on se retrouve dans quelques instants. Héloïse, et justement, on va rester dans les bonnes actions, les bonnes initiatives écologiques, développement durable, puisque Anthony, avec votre association Bérigone à Saint-Florent-sur-Cher, vous proposez d'aller assister à des matchs de football, tous ensemble, pour que ce soit convivial, mais surtout aussi pour réduire la facture. Oui, on peut dire ça comme ça. Au début, notre projet, vraiment, c'était de regrouper, de rassembler, d'aller voir les matchs de football, parce que regarder le match à la télé avec des copains, les pizzas, la bière, c'est bien. Mais, À consommer avec modération, évidemment. Avec modération. Mais la vraie ambiance, le spectacle est dans le stade, avec les joueurs sur le terrain, le match, mais aussi dans les tribunes. Parce que sans spectateurs, c'est moins bien, quoi. Un stade Évidemment. vide. Alors, dans le stade, dans quel stade? Nous, on est plus sur l'Olympique Lyonnais, Oui. mais à 99%. Mais après, on peut aller voir des matchs au Stade de France, donc l'équipe de France. Récemment, on a été voir Et vous France-Suède. n'allez pas chez nous, Tours, Si, si. Orléans? Vous avez des Si. équipes aussi? On a été voir Châteauroux-Bordeaux. Oui. En Coupe de la Ligue. Oui. Et puis on projette en fonction des demandes d'aller voir Orléans et puis Tours qui sont en Ligue 2. C'est un peu compliqué le début de saison pour les deux équipes, mais il faut les soutenir. Mais vous ne Ah l'écartez oui. pas en tout cas. Ah non, vous non, voulez pas quand du même La région fédérer centre, et inviter tout le monde à aller voir ces matchs également. Tout à fait, tout le monde est bienvenu et puis plus on est nombreux. Après, on peut comprendre Bérigone si vous allez plus à Lyon, parce que les Gones Voilà. sont à Lyon. Voilà, Pour c'est ça. tout à fait ça. D'accord. Donc ok. Gone, ce qui veut dire enfant en termes lyonnais. Alors concrètement, on contacte votre association, vous organisez tout, on vous suit, enfin, comment ça se passe? Vous nous contactez par mail ou sur les réseaux sociaux. Oui, il y a une page Facebook d'ailleurs qui voilà. s'appelle Bérigone tout simplement. Voilà, un Twitter également. Et on gère tout ce qui est commande de place, l'hôtel, si on y reste. Donc, en l'occurrence, le prochain qui est Lyon-Nice, le 21 mai. Vous êtes combien dans l'association? On est une quinzaine. Ça démarre. Voilà, ça fait 2 ans qu'on existe.
Dans le foot, ça rassemble, ça devrait... Oui, ça rassemble, mais bon, on va dire que dans le coin, c'est pas forcément Lyon, c'est plus Marseille, on va dire. Oui. Voilà. Mais on lâche pas, puis on se dit que plus on est nombreux, plus... Donc on vous contacte, vous organisez tout, c'est-à-dire vous organisez comment? Vous organisez pour qu'on puisse monter dans une voiture, voilà. Tout est compris, et donc même la nuitée lorsque c'est loin, c'est ça? Voilà, donc on fait la place, le déplacement, l'hôtel, et puis les petits extras qui est à côté, donc j'en dis pas plus, c'est une petite surprise qui est pour le prochain déplacement, on n'est pas encore sûr. Mais après, oui. Mais c'est avantageux de complètement. comme ça, c'est rentable. Ah bah oui, parce que quand on y va seul ou à deux, je vous dis Lyon parce que je connais, mais on s'en tire pour à peu près 110, 120 € par personne, alors que nous on le fait à 70, 80 €. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que des hommes dans votre asso, il y a aussi quelques filles qui suivent le foot. Dans le bureau, on est 4, donc on est 3 fondateurs, et Mathieu qui nous a rejoint plus tard. Et dans les 3, on a Anaïs et Guillaume. Voilà, ça montre que le football n'est pas seulement un sport pour hommes, évidemment, et que les femmes peuvent participer et rencontrer aussi les joueurs que l'on voit là à l'écran. C'est-à-dire que c'est un moment aussi privilégié que vous proposez au sein de votre association avec celles et ceux qui veulent partir avec vous, rencontrer les footballeurs. Exactement. Donc là, c'était il y a un an, à l'occasion d'une journée qu'ils avaient fait pour une association pour les enfants. Donc on a été les voir toute la journée, donc il n'y avait pas toute l'équipe, mais ils sont très abordables, très gentils. Et voilà, donc du coup, on essaye de le refaire un peu plus souvent. L'Olympique Lyonnais et son président nous connaissent. Pardon. Et voilà, on y va petit à petit, on reste en bas de l'échelle et on commence à passer les barreaux sans passer les étapes trop vite. Est-ce que vous êtes comme tous les supporters quand vous allez voir un match, vous êtes debout à faire lyonnais? Ah oui, on est. Ça, vous êtes comme ça aussi, Charlie, apparemment. Je suis intense, c'est vrai, j'étais supporter. Vous avez tous les codes en tout cas. Et voilà, vous supportez les clubs de la région Centre-Val de Loire. Bien sûr. Et je suis du Mans, donc j'ai un petit attachement aussi. On salue quand même les 3 clubs de la région Centre-Val de Loire, Châteauroux, Orléans et Tours. Et on invite toutes celles et ceux donc, qui aiment le football à se connecter sur votre page Facebook Berry Gone. Merci Anthony d'avoir été avec nous. On va rejoindre sans plus attendre Héloïse qui ce matin, je rappelle, est donc à Boll dans le Loiret. Héloïse, ça y est, vous avez donc enfilé les gants et vous allez... vous y êtes là déjà, vous êtes en train de le faire. Vous préparez donc, je le rappelle, une flûte en papier recyclé. Oui, donc je vous disais à l'instant, on a pris un peu d'avance parce qu'on veut vous montrer un petit peu toutes les étapes de fabrication. Il y en a plein parce que c'est très long. Il faut coller, puis sécher, puis recoller encore. Donc comme on vous a montré tout à l'heure, on a notre petit morceau de papier. Je le confie à Véronique parce qu'elle a le coup de main, donc voilà. Je vais enlever mes gants comme ça, je vais pouvoir récupérer le micro. Ce sera certainement bien. Ok, donc, combien de couches on met, Véronique? 1,5 mm d'épaisseur. Nombre de couches, j'en sais rien. Je fonctionne au pied à coulisses pour avoir toujours la même épaisseur. Donc ça, là on l'a. Il lui manque un petit bout, mais je vais le mettre à l'intérieur de cette chose. Et là, on fait sécher à l'intérieur. Voilà. C'est une armoire à séchage qu'on a mis au point. Qui me permet justement de sécher à la fois avec le petit radiateur et puis sans le radiateur, ce qui permet d'avoir quelque chose de constant. Je ne sais pas si on peut... Oui, on doit pouvoir montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Fait maison, hein. C'est fait maison. C'est le placard à balai qui a été transformé... J'adore. Oui, parce qu'ici, on est dans la buanderie quand même, de la maison. Il faut préciser. Transformé en atelier. Une fois qu'on a séché... Une fois qu'on a ça, on va... Arrêtez, parce que ça fait du bruit. Oui. Hop. On va arriver au final, une fois que c'est terminé, je vais arriver à un tube qui va être à peu près comme ça. Là, on a la solidité espérée. Oui, ok. Tout à fait. Une fois que j'ai fait ça, je vais couper selon le son que je vais obtenir. Là, en l'occurrence, j'ai un son déterminé. Celui-ci, ça va être un ré dièse d'ailleurs. D'accord. Point de vue couleur, je sais, puisque comme vous avez pu remarquer, j'ai des couleurs différentes. D'accord, c'est comme ça que vous repérez. Une couleur représente une note. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, on a à l'intérieur, on a encore le papier qui est pas collé, parce qu'il y a toujours... un début qui n'est pas collé. Je vais enlever tout le papier. D'accord. Il ne va rester que ce qui sera collé, ce qui va me donner, une fois verni, un instrument comme celui-ci. D'accord. Alors, pour donner une petite idée, hop, j'enlève mes gants aussi. Vernis à l'intérieur. Vernis à l'intérieur. Parce que le papier absorbe le son. Voilà, je le dis, mais c'est parce que vous me l'avez dit tout à l'heure. Je triche. Et donc, un peu. si je ferme, alors naturellement, un tube ouvert aux deux extrémités a du mal à sonner. Si je veux obtenir un son, il faut que je le bouche. Oui. Donc là, je vais le boucher avec le pouce, et là, je vais obtenir un son. D'accord. Voilà.
Donc ça, c'est le début. Une fois que j'ai fait ça, je vais effectivement... Là, j'ai commencé une flûte. Donc vous refermez, hein, parce que là, on voit bien être qu'ici, fermée, c'est ouais, refermé. ouais, ça va D'accord. être Toujours refermé. avec du papier. Avec des tourillons en papier que je crée. Voilà. D'accord. Ah oui, Hein, c'est ok. du papier journal, encore. Et donc ça, je vais effectivement placer mon bouchon à l'endroit où je vais pouvoir obtenir la note que je veux. D'accord. Donc au fur et à mesure, le travail se fait avec les différents tubes qui vont me donner différentes notes, et ainsi de suite. Une fois que j'ai fait ça, effectivement, je vais pouvoir au final arriver à un instrument de musique. Là, ça va être une flûte de pan. Dans le même principe, vous avez le whistle qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, il y a des C'est trous par exactement- contre. Oui. Parce que là, c'est plus le même fonctionnement que la flûte de pan. La flûte de pan, elle est ouverte en haut et fermée de l'autre côté. Là, on a quand même carrément autre chose. C'est tout ouvert et puis il y a des, on a percé. Et puis Oui. on a un bec aussi. On Quoi. a un bec, ouais. Ouais. Pour autant, c'est exactement le même principe. D'accord. C'est-à-dire que c'est la longueur qui va vous donner la hauteur de la note. Autant là, sur une flûte de pan, on va émettre le son directement par la bouche, qui va arriver directement sur le biseau, et mon onde sonore, elle va faire un aller-retour. Autant là, sur le whistle, j'ai mon bec qui va envoyer l'air directement sur le biseau. J'ai toujours mon onde sonore qui va faire un aller-retour. Elle va me déterminer selon le premier trou ouvert. C'est-à-dire que si je souffle comme ça, je vais obtenir un son plutôt aigu. Si maintenant je ferme tout, Ah oui. je vais obtenir un son grave. Ouais. Et on a exactement les mêmes sons qu'avec une flûte On a les mêmes traditionnelle. sons. Moi, je travaille à l'accordeur. D'accord. Elles sont toutes accordées sur un La 440. Alors après, je peux les accorder sur d'autres La, et ainsi de suite. Eh ben, on va écouter tout à l'heure. On va tester. On va vous montrer un petit peu parce qu'il y en a qui sont terminés. Les instruments, ils sont à côté. On va aller les chercher, Jérémy. On vous les ramène et on va souffler dedans. Comme ça, vous verrez qu'on a affaire à de très très beaux instruments parfaitement en état de fonctionnement. Oui, puis j'espère que vous allez surtout nous jouer un morceau au moins un peu plus long que ce qu'on vient d'entendre il y a quelques instants. Allez, à présent, place à notre coup de cœur théâtre avec un fil à la patte visible jusqu'au 18 mars, dimanche, au Cadeau d'Orléans, une pièce de théâtre en 3 actes de Georges Feydeau. Et pour nous en parler, nous a rejoint sur ce plateau Sarah Biasini. Vous êtes comédienne et à vos côtés, donc Bérénice, pour nous parler de cette pièce de théâtre qui est une très vieille pièce, Bérénice. Ah bah en effet, Jérémy, puisque la première représentation du fil à la patte date de 1894. C'était bien sûr à Paris. Et le succès est arrivé tout de suite, puisque la comédie est restée à l'affiche pendant 129 représentations. Alors le succès, il est aussi à Orléans. Jérémy, au Cadeau, avec 12 représentations, avec à chaque fois, on l'a vu, des salles combles et un public qui rit. Elle est belle, elle est jeune, c'est une meneuse de revue à succès et c'est la maîtresse d'un séducteur désargenté qui veut rompre pour se marier le jour même avec une riche héritière. Oh mais je t'adore. Et c'est lui, Fernand de Boisdanguin, qui évidemment ne sait pas comment faire pour annoncer la nouvelle à celle qui est encore très très amoureuse. Mais vilain, si tu savais le chagrin que tu m'as fait. J'ai cru que c'était fini, nous deux. Oh, fini. Enfin, je te rais, hein, dis-moi que je te rais. Mais tu me rates. Boisdanguin, c'est un personnage un peu, c'est un oblio un peu en fin de course. Et là, il y a une occasion qui passe. Le chapeau de la mariée est fort garni, donc il faut qu'il rompe absolument avec sa maîtresse. Tu vas me tuer. 9, 8, 7. Une des problématiques de ce personnage, c'est qu'il a sous-estimé la longueur de la mèche qu'il a allumée 5 minutes avant de rentrer dans l'appartement de Lucette Gauthier pour lui annoncer qu'il voulait rompre. Boisdanguin, donnez le bras à ma fille et venez. Mais pourquoi, monsieur? Avec un fil à la patte, le rythme est soutenu, les quiproquos s'enchaînent, les portes claquent, ça crie, ça rit et ça s'évanouit. Là. Et la belle maman alors? On l'embrasse pas? Et dans le rôle de la belle-mère, une Catherine Jacob plus enflammée que jamais. Voilà. Et moi au moins, on peut mettre les mains. J'ai pas d'épargne. À la bonne heure. Le plat de résistance. Qu'est-ce qui vous plaît chez cette baronne?
La folie, parce qu'il y a une chose qui n'est pas totalement exploitée, mais qui est écrite, et c'est la demande de Christophe, crapuleuse, qui est qu'elle est raide folle de son gendre. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est... Alors que c'est écrit, hein, mais ça n'a jamais été exploité comme ça, qu'elle est hyper chaudasse sur le gendre. Ça, c'est un truc fandard, quoi. Ça ramasse, quoi. Pendant 2 heures, Feydeau nous fait rire avec ses personnages truculents. Un tableau des mœurs criant de vérité en pleine période The Sweet Tweets. Bravo les artistes. Sarah, une petite réaction? C'est très bien. J'ai très envie d'aller voir ce spectacle. Alors, vous jouez Feydeau pour la première fois. Pourquoi vous avez dit oui tout de suite? C'est le metteur en scène qui... Un peu tout, mais j'avais très envie de faire une comédie. J'adore cette pièce que j'ai vue plusieurs fois parce que quand même, elle a été jouée très souvent. Voilà, un peu tout, la distribution, l'équipe, le metteur en scène, l'histoire, le personnage. Le personnage, c'est vraiment absolument jubilatoire à jouer. Alors justement, Lucette Gauthier, c'est qui justement un personnage magnifique, hein. Elle est très très amoureuse d'un pauvre séducteur, mais malheureusement il est absolument désargenté. Non, mais il faut dire qu'entre Lucette Gauthier et Fernand de Boisdanguin, c'est une vieille histoire. Et voilà, ils sont amants depuis longtemps, ils ont fait les 400 coups ensemble. Bon, et puis Lucette, elle est vénale aussi, hein. Mais entre eux, c'est un truc très physique. C'est des vieux, c'est ce que nous disait Christophe Lidon, le metteur en scène, et il a complètement raison. C'est des vieux potes, c'est des vieux briscards. Ils ont vraiment fait les 400 coups ensemble. Ce qui ne les empêchait pas d'avoir des affaires de chaque côté, des histoires. Elle se fait entretenir aussi un peu. Mais entre Fernand et Lucette, c'est vraiment une histoire, une vraie histoire d'amour. Donc quand elle apprend qu'il va se marier, elle est... Parce que normalement, ils se le disent. Ils disent, bon, tu sais, je vais voir ailleurs. Tiens, j'ai un tel qui m'offre des diamants. Tiens, j'ai une telle qui machin. C'était arrangé entre eux. Mais là, tout d'un coup, il lui dit pas. Il n'ose pas lui dire. Donc elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'aime plus. Alors justement, Christophe Lidon, c'est pas la première fois que vous jouez avec lui. Il vous a choisi et ça n'est pas par hasard. On l'écoute. D'abord, on tisse un lien d'amitié et de création avec Sarah, de longue date. Et puis j'ai eu envie de lui donner Lucette Gauthier parce que je l'ai tellement fait pleurer dans La Nuisette de La Lettre d'une Inconnue que j'avais très envie de la voir rire dans La Nuisette de Lucette Gauthier. C'est ce qu'elle fait, d'ailleurs. C'était le profil parce qu'elle avait la dose idéale d'enfance, de naïveté, mais aussi d'enthousiasme, et un truc qu'elle a toujours eu en elle et que moi j'adore, qui est de la sincérité. C'est-à-dire que quand d'un seul coup, elle se met à dire quelle horreur, tu m'as trompé, c'est pas un vaudeville et elle sort pas son amant du placard. Elle a une vraie blessure de femme, d'orgueil, et moi j'aime cette couleur sincère, la réalité des choses. On partage ça ensemble. Alors Sarah, vous avez collaboré, comme le disait très justement Bérénice, une dizaine de fois quasiment avec Christophe Lidon, le metteur en scène. Comment vous l'expliquez? Vous êtes sensible finalement au même univers pour vous retrouver à chaque fois? Oui, je pense qu'on se comprend, on a envie des mêmes choses. Oui, voilà, après, puis on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a une entente comme ça, tacite, il y a une compréhension des choses, un humour aussi. Très bien. Alors c'est aussi, Sarah, un fil à la patte, c'est l'histoire d'une troupe. Vous êtes 9 sur scène. On sent que vous vous entendiez bien. C'est aussi ça qui vous anime? C'est important, cet esprit collectif? Oui, c'est important. C'est important parce que du coup, quand on s'entend bien en dehors du plateau, presque la moitié du travail est fait. Et on n'a plus qu'à laisser vivre cette complicité après sur scène. Et elle se voit, les gens la sentent et rient d'autant plus. Et la complicité est très forte, on le voit à l'écran, on l'a vu il y a quelques instants, avec notamment le professeur d'anglais, Miss Betting, qui est incarné par un homme travesti. Savez-vous pourquoi le metteur en scène a fait ce choix? Mais c'est souvent le cas pour ce personnage. Il est souvent doublé, c'est-à-dire que... Il y a plusieurs comédiens qui jouent plusieurs rôles. On le voit là avec le sac à main, effectivement. Oui, mais c'est souvent le cas. Il est excellent d'ailleurs. Oui. Tout comme le général.
Ouais, bien sûr. Bernard Malaka. Bien sûr, Bernard Malaka et Stéphane Cotin, donc qui fait Miss Betting et qui fait aussi Mon premier mari, le père de mon enfant. Oui, qui a plusieurs rôles en fait dans la pièce. Ouais. Sean Viette, et voilà. Ouais. Alors, Sarah, votre maman, Romy Schneider, a très peu fait de théâtre, contrairement à vous. Qui vous a donc donné l'envie de monter sur les planches ? En fait, ça s'est fait un peu par hasard. Quand j'ai commencé à jouer, j'avais pas prévu de faire du théâtre tout de suite. Et puis, on m'a proposé une pièce. Et puis, j'ai dit, bon, d'accord, ok. Et voilà, et puis ça a commencé comme ça. Et... Ça fait plus de 10 ans maintenant, hein, depuis 2005, je crois. Oui. Et quand même, Sarah, vous êtes quand même issue d'une lignée d'artistes. Il y avait votre mère, bien sûr, mais votre arrière-grand-mère aussi. Oui, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon grand-père, oui. Très bien, merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est donc au cadeau, on voit cette affiche, le Centre national de création d'Orléans, et jusqu'à donc dimanche, le 18 mars, on voit toute la distribution, hein, Adèle Bernier, Sarah Biasini, Patrick Chérig, Cédric Collas, Stéphane Cotin, Catherine Jacob, Yvan Le Bolloc, Bernard Malaka et Dominique Pinon. Voilà, je les ai tous cités. Merci d'avoir été avec nous. Sarah, on va rejoindre, puisque je sais que ça vous intéresse depuis tout à l'heure, Héloïse, et donc voir si depuis quelques instants vous avez progressé, Héloïse, avec cette réalisation de flûtes en papier. Alors, je vois qu'elles sont colorées maintenant, celles que vous avez autour de vous. Hein. Elles sont tout le temps colorées parce qu'en fait, je ne veux pas dire de bêtises, mais chaque couleur, c'est une note, hein, c'est ça ? Pour les flûtes de Pan, oui. Pour les flûtes de Pan, voilà. Et donc, regardez, là, on vous a mis un petit échantillon un petit peu de ce qui a été fabriqué. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là sous les yeux ? Alors, on a des choses habituelles comme les flûtes de Pan Pérou, ça, pas de problème. Classique. Classique. Alors, je veux juste montrer un petit truc parce que là, sur le côté, il y a déjà un signe dessus, écrit en noir. Et puis, il y a quoi ? Ça, c'est quoi ? C'est le numéro de série, c'est ça ? C'est un numéro de série, oui. D'accord. Pour que vous vous souveniez de tout ce que vous avez fabriqué, en fait. Oui, et puis d'éviter de refaire 4 fois la même, alors qu'il y a d'autres tonalités qui sont plus intéressantes à jouer, ou ainsi de suite, ou ça dépend de ce qu'on me demande aussi. D'accord. Voilà. Donc ça, flûte de Pan classique, voilà, ça, c'est quoi ? Alors ça, c'est une flûte de Pan également. Elle vient du sud de la France. Elle est belle, celle-là, dites donc. C'est ce qu'on appelle un fresteux. Alors aujourd'hui, on appelle ça un frestel, hein, parce que le dernier E, parce que c'est un FREST2E, le dernier E, à force d'écriture, s'est transformé en L. Voilà. Donc c'est vraiment un instrument ancien. On est au tout début du Moyen-Âge et on est dans le sud de la France. D'accord. Voilà. Et puis on a un truc aussi, pareil, dans la famille des flûtes de Pan. On a cette chose-là. Ah oui, ça c'est assez immense. Oui. Alors il lui manque une partie parce que sur les, ça c'est ce qu'on appelle un pexiao. Un pexiao, c'est la flûte de Pan chinoise. Elle est datée entre moins 500 et moins 200 avant Jésus-Christ. Et par contre, effectivement, dans ceux qui ont été retrouvés, il y a une pièce de bois en plus de chaque côté. Et en fait, en fin de compte, si on le regarde, on a l'impression que c'était un meuble. Parce qu'il y avait des pieds, en fait. L'instrument était complètement recouvert de bois. Il restait juste cette partie-là de visible, sur à peu près cette hauteur-là. Et le reste était complètement recouvert. Et l'instrument, la pièce avait des pieds, en fait. Donc l'instrument pouvait se poser. Alors là, c'est un grand que j'ai fait, mais on peut aussi en faire des plus petits. Imaginez, par exemple, si je prends ces deux-là, la particularité du pexiao, c'est d'avoir les aigus au milieu et les graves sur les côtés. Voilà, ça pourrait être tout à fait un pexiao, pourquoi pas. Ok. Tout à fait. Après, il y a du classique, il y a de la flûte. Après, vous avez du classique. Alors, pourquoi il y a plusieurs becs, en fait Parce que alors, j'ai créé des coffrets. Là, les coffrets aussi sont faits maison. Voilà. Ah oui. Donc, j'ai créé des coffrets avec un corps, une tonalité. Vous avez 3 becs différents, donc 3 sonorités différentes. Vous nous montrez un peu ouais. Si je vous prends le bec du whistle, on est sur une flûte à 6 trous, hein, donc je ne m'embête pas avec le pouce. Et si je joue ça, par exemple, pas mal. Et qu'aujourd'hui, non, tiens, j'ai envie de travailler un fifre. Le fifre, c'est... Hop, on va y faire ça. Alors, un petit coup de savon sec, pour permettre de pouvoir travailler sans faire de soucis. C'est le fifre, c'est l'ancêtre du piccolo. Hein. On a encore une autre couleur de son.
La position est complètement différente. C'est ça. Et puis, tiens, alors là, j'ai envie de voyager. J'ai pas envie de rester là où je suis. J'ai envie de m'offrir une kena ou un shakuhachi. Allez, partons au Japon carrément. Grosse flûte japonaise, énorme flûte japonaise utilisée pour le théâtre no. Alors là, celui-là, il manque, pour une kena, il manque le pouce, naturellement. N'empêche que c'est le principe de la flûte à biseau. Dire que c'est à moi de faire le son. Je fais tout, en fait. Ça va être la position. Je vais obtenir un son qui va être complètement différent. Si j'ai la mauvaise idée ou si je change la manière dont je vais souffler dedans, je vais pas obtenir la même chose. Ouais, voilà. D'accord. Donc ça, c'est des petites choses sympas. Qui s'intéresse à vos produits? Parce que, je veux dire, le musicien qui se lance, il va aller acheter une flûte classique. Alors oui et non. Sur les flûtes, sur les whistles, moi j'ai fait Lorient, j'ai fait le festival de Lorient, le fil de Lorient il y a 2 ans. Je l'ai refait l'année dernière. Et il y a 2 ans, effectivement, c'était la première année où j'y allais. Et j'ai eu un prof qui est arrivé avec ses élèves et il a proposé à ses élèves d'acheter ces instruments-là plutôt que d'autres parce qu'ils étaient plus faciles à souffler dedans. C'est-à-dire que si je prends une flûte en sol comme ça, qui est une alto, qui est une flûte emblématique sur les whistles, l'alto en sol, c'est vraiment ce qu'il y a. Là, l'avantage, c'est que si j'ai besoin de passer d'un octave, j'ai pas besoin de souffler très fort pour obtenir la note. D'accord. Donc ça, c'est un gros avantage quand on démarre, parce que le souffle, quand on démarre, quel que soit l'instrument, c'est toujours compliqué. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Voilà. Donc là, on obtient des choses complètement différentes. Une toute petite question en 2 mots. Les luthiers, les facteurs de flûte traditionnelle, ils vous regardent comment? Avec un œil un petit peu, je sais pas, un peu surpris, un peu... Il y a les deux. Il y a ceux qui sont surpris, mais dans le bon sens, et qui vont pourquoi pas me donner une petite astuce, parce que quand même, il y a un truc. Et puis, il y a les autres il y en a certains qui, au contraire, ouais, mais non. Oui, mais non. Non, c'est pas possible. Non. Et on va montrer que c'est possible. Voilà. Vous allez me montrer dans quelques instants. On va préparer un petit morceau pour Jérémy. Ouais. Ça vous dit? Avec plaisir. Allez, on fait ça. Allez, un petit peu de musique irlandaise ou bretonne. D'ailleurs, on en parlera dans 9h50 le matin demain, puisque nous allons recevoir une association orléanaise qui promouvoit évidemment donc, la culture bretonne. Ce sera à découvrir demain. Je sais que Charlie, vous aimez la musique et Sarah également, puisque vous regardiez avec attention il y a quelques instants cette petite note, parce que c'est très léger quand même ce que l'on vient d'entendre. Moi, j'aurais adoré savoir jouer d'un instrument. Je sais pas, l'accordéon ou la guitare, j'aurais adoré. Non, mais elle est super, cette femme. Elle est passionnée. C'est génial de l'avoir travaillé dans son atelier. Elle est super. Et vous aimez les activités manuelles, vous, Sarah? Oui. J'en fais pas, mais... Cuisiner, par exemple? Oui, je m'y mets un peu, là, quand même. Ouais. Charlie, les pâtisseries, vous aimez? Oui, bien sûr. Et savez-vous quelle est l'origine du cheesecake? Non, bonne question. Eh bien, ce gâteau est importé en Amérique par des immigrés allemands et en allemand, on l'appelle le Käsekuchen. D'accord. Et c'est l'objet de la recette express du jour. J'adore le cheesecake. Avec la recette traditionnelle, évidemment. Vous connaissez le cheesecake et son coulis de... Framboise. Fruits rouges ou framboises, voilà, quels que soient les fruits rouges. C'est très agréable, avec de la myrtille notamment, c'est ma préférence. Voici la recette express. Aujourd'hui, nous allons réaliser un cheesecake sans cuisson que nous allons parfumer aux fruits rouges. Pour concocter cette recette, vous avez besoin de fruits rouges, de spéculoos émiettés, de beurre demi-sel, de mascarpone, de fromage blanc, de fromage frais, du jus de citron, du sucre, une feuille de gélatine et un peu d'eau. Pour débuter cette recette, nous allons fondre le beurre et y ajouter le spéculoos émietté. On mélange ces 2 ingrédients, puis on chemise notre bocal, puis on le laisse ensuite au frais durant quelques minutes. Parallèlement à cette étape, vous pouvez tremper la feuille de gélatine dans de l'eau. Ensuite, durant quelques minutes, vous pouvez fouetter soit à la main si vous avez des biscottos ou au batteur si vous n'en avez pas, le fromage blanc, le fromage frais ainsi que la mascarpone de manière à obtenir un mélange légèrement mousseux. Après ça, nous allons faire bouillir l'eau et le sucre puis essorer la gélatine. Enfin, hors du feu, ajoutez la feuille de gélatine détrempée dans notre mélange bouillant. La feuille de gélatine doit totalement fondre dans le mélange d'eau et de sucre et à ce moment-là, on l'ajoute dans notre mélange crémeux, mascarpone, fromage blanc et fromage frais. Il ne reste plus qu'à fouetter durant quelques minutes encore ce mélange,
puis à le mouler dans nos bocaux. Enfin, laissez reposer durant minimum 6 heures au réfrigérateur et le tour est joué. Vous pouvez maintenant le décorer soit de caramel ou comme aujourd'hui de fruits rouges. Bon appétit! Et voilà. Mais par contre, on ne voit jamais la couleur des desserts que vous nous proposez. À chaque fois, on voit ça. Oui, c'est ça, on ne peut pas goûter. Non, mais l'objectif, Charlie, vous n'avez pas compris, la recette express, c'est de la faire à la maison. Bah oui, évidemment. Oui, je la ferai, voilà. Regardez cette photo du jour, tous les deux, prise par Antoine Lepage le week-end dernier, puisqu'il y avait le soleil sur l'ensemble de la région Centre-Val-de-Loire. Donc, il est membre de l'association Canal Sport et Loisirs de Donnery, petit village situé à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Orléans. Et le canal donc, sur lequel il a pris cette photo eh bien, est utilisé notamment pour la pratique du kayak. Ce canal date de la fin du XVIIe siècle et il fait la jonction entre la Loire d'Orléans jusqu'au canal de Briare à hauteur de Montargis pour ensuite retrouver Paris et donc la Seine. Voilà pour cette photo du jour et bien sponsorisée avec cet autocollant 9h50 le matin, Centre Val-de-Loire. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos sur 9h50centre@francetv.fr. Et nous allons une dernière fois retrouver Héloïse qui, je rappelle, donc, ce matin est à Boll dans le Loiret avec un facteur de flûte en papier recyclé. Véronique qui est prête à jouer. Oui. Avec vous mais ma pauvre équipe en peut plus depuis tout à l'heure. Je répète et je leur casse les oreilles. Et vous allez nous casser les oreilles aussi. Donc on vous a préparé un petit morceau pour vous montrer qu'en fait, ces flûtes, elles sont non seulement superbes, elles sont dingues parce que vraiment partir de papier et d'arriver à ça, c'est fabuleux. Je vais essayer de ne pas massacrer le micro-morceau qu'on a prévu de vous jouer. C'est pas gagné. Allez, je m'y mets, c'est parti. On est prête ? Ouais, je suis. C'est parfait. Merci beaucoup Véronique de nous avoir accueillis ici. On vous retrouve sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, naturellement, Flûtapa, F-L-U-T-A-P-A, tout attaché. Et puis vous me retrouverez dans différentes beaucoup de salons. Ouais, je ferai également les Journées européennes des métiers d'art à la Chambre des métiers d'Orléans. Donc, il ne faut pas hésiter à venir. Le 1er et 2 avril. Ok. Et puis, vous êtes aussi au Festival des luthiers et maîtres sonores au Château d'Ars. Je serai effectivement au Festival d'Ars cet été, dans le week-end du 14 juillet. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera tous. Merci beaucoup, Héloïse. Merci. C'est exceptionnel. Avec des gens qui ont des idées aussi folles que celles de Véronique. Ça arrive parfois, ouais. Bref, j'irai peut-être la voir, moi, parce que elle m'a initiée, c'est pas mal, ça me donne de meilleurs Héloïse, souvenirs. Il faut qu'on y aille, en fait, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Et puis donc demain, je disais, place à la musique avec une association qui promeut, et non pas qui promouvoit, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, hein. Je suis vrai, qui promeut donc la musique bretonne. Et merci d'avoir été avec nous aussi, Sarah, dans cette émission 9h50 le matin. On se retrouve demain. Soyez au rendez-vous.